Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel second webinaire du mardi. On parle aujourd'hui et encore comme la semaine dernière de questions de sobriété. Et aujourd'hui, on va aborder le point de vue du paysage et comment le projet de paysage contribue à la sobriété sur les territoires. Et donc, je vais maintenant donner la parole à Cécile qui va présenter le sujet, les intervenants, et nous allons démarrer. Bon webinaire à tous. Merci Philippe. Donc, rapidement, notre sujet aujourd'hui, c'est comment le projet de paysage contribue à la sobriété sur les territoires. Nous avons donc trois intervenants. Roberta Pistoni, qui est maître de conférence à l'École nationale supérieure de paysage et qui, elle, nous fera un état des lieux de la recherche sur ce sujet, et qui met en particulier en évidence la contribution du projet de paysage au concept de sobriété au regard d'un certain nombre d'enjeux clés des transitions en cours sur les territoires et dans différents domaines, agriculture, infrastructure, énergie, etc. Nous aurons ensuite l'intervention de Bertrand Folléa, donc paysagiste de l'agence Folléa-Goethier, paysagiste urbaniste. Donc, Bertrand devrait nous présenter un éclairage plus précis sur la façon dont la question de la sobriété peut être travaillée à différentes échelles sur les territoires, au plus près des besoins des acteurs de terrain et de la demande sociale. Et nous terminerons par l'intervention de Sophie Bonin, donc également maître de conférence à l'École nationale supérieure de paysage, qui nous présentera une séquence de formation agro-paysage qui nous permettra d'appréhender plus finement les ressorts de cette formation axée sur l'interdisciplinarité et l'approfondissement des savoir-faire in situ. Je vais donc laisser la parole à Roberta pour commencer. Voilà, vous voyez tous bien l'écran, j'espère. Très Vous m'en bien, faites signe. Très bien, très bien. merci beaucoup. Bien, parle Donc, bien au-dessus de ton son, hein. je fais mon mieux. Mais merci beaucoup de cette invitation. Donc, effectivement, avant de parler des projets de paysage en sens propre, je voulais juste faire un mini rappel sur qu'est-ce que c'est la question de sobriété, tout en réfléchissant avec cette question des projets de paysage et des paysages. C'est sûr, la question de sobriété, ça rentre dans les contextes des transitions socio-écologiques. Et déjà, dans la définition que vous voyez là en face, on voit qu'il y a cette question des consommations entre des matières, des substitutions à faire, et tout ça, la chose fondamentale qui nous intéresse en tant que travaillant sur les questions des paysages, c'est que tout ça, ça va avoir un changement dans l'espace, dans son aménagement, dans son paysage. Donc, vous voyez, là, déjà, si on regarde toutes les questions vis-à-vis desquelles la transition écologique essaie de répondre, en quelque sorte, la biodiversité, la raréfaction des ressources, l'émission de gaz à effet de serre, énergétique, on voit que la sobriété, elle est quand même transversale à plein de sujets. Et tous ces sujets touchent aussi aux questions de paysage. En fait, c'est dans les paysages qu'on a les sols, l'eau, la biodiversité, les vivants. Et tout ça, ça peut potentiellement les changer. Donc, en réalité, regarder les questions de paysage et son projet par l'entente de la sobriété a tout son intérêt. Je voulais juste rappeler que la sobriété, c'est vrai que nous, on en parle, mais c'est toujours lié aux questions d'efficacité aussi et production d'énergie renouvelable, en particulier pour qu'est-ce qui concerne les questions énergétiques. Mais la sobriété, comme nous rappelle les 62 mégawatts, elle vient en premier. En premier, il faut essayer de réduire, moins consommer. Et après, on pourrait être plus efficace, faire plus avec moins et produire le reste avec l'énergie. Donc, la définition. Déjà, il n'y a pas une définition précise de sobriété. Ça, celui que je viens de vous mettre, c'est celui du GIEC. Du coup, ça me semblait intéressant parce qu'au final, on voit que c'est à l'échelle mondiale qu'ils se sont posés ce type de questions. Et là, les aspects sur lesquels je voulais attirer votre attention, c'est du coup, dans cette définition, on voit qu'il y a une approche multiniveau de la sobriété. Justement, c'est à travers toutes les échelles et rentre dans la sphère publique, collective, voire privée, donc avec toutes les complexités que ça peut enchaîner. Il y a des temporalités, des rythmes multiples, différents. C'est sûr que rénover une maison, par exemple, n'a pas la même temporalité qu'échanger les pratiques de déplacement des personnes dans une ville.
Et autre chose très importante, c'est transversal à plusieurs secteurs, la mobilité, l'eau, l'énergie. Et là, vous voyez, et c'est la chose qui est important à souligner, que cette sobriété à travers cette entrée vis-à-vis des différentes ressources, ça a un impact dans l'espace. Ça suffit de penser au foncier par exemple, à la zéro artificialisation nette qu'on voit maintenant. Donc, moins on construit, plus les paysages peuvent changer, plus les questions agricoles se posent. La question de l'énergie vis-à-vis du projet de déplacement, la question de l'eau, sa sobriété, on voit très bien avec la question des sécheresses, par des méga-bassines qui se posent esthétiquement aussi dans les paysages, et c'est la question du carbone. Et déjà aussi, la question de sobriété, c'est une parmi d'autres. Il n'y a pas de définition, mais même sur la notion de sobriété elle-même, déjà difficile à traduire en anglais, quelquefois elle traduit en sufficiency, mais elle ne marche pas toujours très bien. Et même vis-à-vis de ça, dans la littérature, si on fait un point d'état de l'art, on s'aperçoit que c'est jamais, il n'y a pas une définition arrêtée et il y a plein de façons différentes pour l'appeler frugalité, désescalade, anti-gaspillage. Et il y a toujours derrière cette question des moins consommés, les approches restent quand même très variées. Donc, vis-à-vis de ça, on a parlé, la sobriété, c'est sûr, elle a un impact dans l'espace, dans les paysages, vis-à-vis des ressources. Mais comment les projets de paysage peuvent être au service de cette sobriété? Qu'est-ce qui nous raconte la littérature? Bon, déjà, je vous donne une petite définition. Qu'est-ce que c'est les projets de paysage? Encore une fois, il n'y a pas une définition précise. Il y a beaucoup de personnes qui sont penchées dessus. Il y a beaucoup de différences. Mais la chose importante à voir dans ces définitions, c'est cette complexité et épaisseur du territoire. Ce n'est pas seulement la couche qu'on voit visible, mais c'est quelque chose qui va beaucoup plus en profondeur. Et aussi, notre objectif de projet des paysages, c'est améliorer les cadres de vie. Et vous avez vu tout à l'heure que la sobriété, elle a quand même comme objectif aussi d'améliorer en quelque sorte les cadres de vie des personnes et leurs moyens de vivre. Donc, vous voyez, les paysages à cette composante matérielle, on a ces composants physiques, interaction entre l'homme et son environnement, et en même temps, il y a un composant immatériel, les perceptions qu'on peut avoir de notre paysage, les cadres réglementaires qui peuvent le protéger ou pas. Et tout ça, c'est un circuit qui ça modifie et se détermine en permanence. La chose qui nous intéresse, c'est quand cette liaison est faite de façon consciente. Alors là, on peut parler des projets. Projet de paysage, une approche qui essaie d'être les plus holistique possible. Il traverse les échelles. Il a des temporalités aussi longues et courtes, sur les courts et longs termes, et transversal à plusieurs ressources. L'eau, l'énergie, par exemple, comme on l'a vu vis-à-vis de la question de sobriété. Là, vous voyez aussi un schéma qui a été développé par des chercheurs paysagistes à l'Université de Wageningen, où vous voyez, c'est juste un exemple, mais qui montre les différentes dimensions qu'on peut considérer quand on parle de projet de paysage. Du coup, on voit, on a les composantes environnementales, on considère l'eau, on considère le sol, on considère l'énergie. On a la composante socioculturelle, comment ces changements dans l'espace, dans les paysages vont affecter ou pas, aussi les rapports que les personnes ont avec leur environnement. Il y a aussi des aspects économiques, bien sûr, les paysages ont des aspects économiques vis-à-vis, par exemple, du tourisme, mais aussi d'autres. Et il y a aussi quand même des composantes techniques. Les projets de paysage, c'est un composant technique et ça demande de connaître les circuits de l'eau, les circuits de l'énergie et pouvoir agir des conséquences. Là, je vous montre deux dessins que j'ai développés dans le cadre de mes recherches doctorales où j'ai demandé à des paysagistes de dessiner les paysages de transition. Et là, vous voyez que les questions de sobriété, justement, ils rentrent dedans. Là, vous voyez, on a un paysagiste en France et vous voyez bien comment elle imagine son paysage en partant des ressources du territoire, qu'il se sont ancrés et qu'il revient du coup dans un sort de circuit court. Voilà. Et on voit bien qu'il y a bien les questions d'habitat, la question de nourriture, la question de biodiversité, la question de l'eau. Donc déjà, on va essayer ici dans cette réflexion de ne pas importer trop de matériaux de l'extérieur, en tout cas faire les mieux avec les ressources qu'on a localement. Et là, encore une fois, dans un autre dessin, on voit aussi, bien sûr, toutes ces questions de sobriété vis-à-vis des questions de mobilité. On voit très bien la question aussi agricole, là au milieu, aussi dans l'essence des changements des parcelles, et question des haies et résolument de l'eau,
que ça pourrait justement avoir un impact sur ces questions de paysage. Donc, vous voyez, un projet spatial prend soin des sols, préserver des ressources en eau, utilisation de vivants. C'est parmi les aspects que les projets de paysage essayent de mettre ensemble. C'est pas quand même quelque chose de récent. On voit il y a beaucoup de littérature qui part de passé. On va avec Ian Mercarg au début avec son design with nature. Il ne fallait pas de sobriété, mais il avait cette approche dans laquelle on voyait tous les différents layers pour pouvoir après les penser ensemble, comme l'hydrologie ou la géologie. Il y a d'autres recherches qui ont été beaucoup plus pointues. Là, on voit très bien l'utilisation, par exemple, d'eau vivant pour essayer de défendre les maisons ou les habitats vis-à-vis des questions des vents dominants et les protéger, donc pour une sobriété plutôt énergétique. On voit aussi des chercheurs qui ont travaillé sur les concepts écologiques pour essayer de penser cette question de sobriété. On le voit par exemple dans la dimension optimale d'un système, des écosystèmes justement, où maintenant on a grandi, alors peut-être il faudrait réfléchir les projets pour avoir une échelle dans laquelle on arrive à avoir cette rapport optimale entre espace et ressources. Il y a bien sûr l'agriculture. Plusieurs revues sont apparues, par exemple un projet de paysage, mais aussi Open Field, où la question du projet de paysage vis-à-vis de l'agriculture a été posée. Il y a plusieurs pistes possibles, notamment sur les ruissellements de l'eau, les progressifs projets, par exemple des haies. Et là, mes collègues me parleront mieux. Mais pour montrer qu'il y a quand même un projet de paysage et agriculture, à l'entrée de la sobriété, en particulier de l'eau, mais aussi de l'énergie, réduire les parcelles, faire en sorte qu'il y a sont plus compacts pour réduire aussi les questions des engins qui se déplacent, c'est quelque chose qui est abordé. Et là, c'est ancien, mais pas autant. Là, on voit aussi quand même que récemment, il y a eu le numéro de projet d'urbanisme où, avec sous les normes de la sobriété partagée, donc justement, les grands prix de paysage étaient rendus à ces projets considérés sobres en termes des moyennes aussi des projets, et des points de vue économiques, des points de vue des matériaux, et aussi d'un point de vue de l'entretien, que ça ne demande pas beaucoup d'énergie et beaucoup d'eau pour son entretien. Donc voilà, ça c'est des projets de paysage d'un point de vue plutôt des pratiques paysagistes. Mais il ne faut pas oublier que les projets de paysage, ça se fait aussi, surtout quand on travaille à l'échelle territoriale avec les habitants. Ça co-construit avec les acteurs du territoire, parce que les paysages doivent aussi avoir des choix des sociétés qui sont visibles. Donc dans ces cadres, par exemple, ça c'est des dessins des acteurs du territoire, c'est les questions des transitions. Et encore une fois, on voit qu'eux, quand ils imaginent leur paysage, ils pensent aux questions de sobriété, dans les mobilités, dans les parcelles agricoles, dans l'habitat. C'est pas quelque chose, du coup, c'est quelque chose qui pour eux, ils peuvent se projeter dans les futurs. Donc, pour conclure, vous voyez, dans les cadres de cette transition, on a cette sobriété des ressources qui transforment les paysages. Il y a une liaison. Les paysages, au même temps, ça détermine cette sobriété. Et encore une fois, quand ces liens sont conscients, c'est là qu'on parle des projets. Merci. Merci beaucoup, Roberta. On va demander à Bertrand Folléa de prendre le relais pour son intervention sur les aspects plus professionnels de la pratique du projet de paysage. Oui, bonjour. Est-ce que vous me voyez et m'entendez là? Oui, oui, on te voit, on t'entend. Est-ce que je peux faire un partage d'écran? Roberta a arrêté le sien? Oui, Oui. absolument. On est content que tu nous aies retrouvés, Bertrand. Ah ben moi aussi, c'était un peu sport, hein, j'avoue. Et donc, effectivement, tu ouvres sur ton bureau et tu cliques sur le bouton partager l'écran. Mais si ça ne marche pas, ce qui compte, c'est ton discours. Est-ce que là, il y a quelque chose? Oui. Oui, mais en mode plein écran. Est-ce que là, c'est mieux? Voilà, très bien. La parole est à toi. Voilà, c'est miraculeux. Écoutez, merci beaucoup. Désolé, je n'ai pas tellement pu suivre ce qu'a pu dire Roberta parce que j'étais vraiment en problème de connexion. Alors, la méthode paysage au service de la biodiversité, c'est ce que je vais vous présenter à une vitesse un peu stroboscopique en termes d'image, mais je pense qu'on pourra revenir dessus en termes de questions-réponses s'il faut. Pourquoi on peut agir sur la sobriété par le paysage?
Eh bien, tout simplement parce que pour ça, il faut se pencher sur un peu ce que c'est que le paysage. C'est à la fois du territoire, ce qui apparaissait un peu sur les lointains bleutés sur cette image, c'est-à-dire effectivement du relief, de la géologie, des sols, et derrière de l'occupation du sol avec de l'agriculture, de la forêt, de l'urbanisation, des infrastructures. Mais c'est aussi, et c'est ce que symbolisent les deux personnages au premier plan, euh, la relation affective, sensible, à travers les usages de la population à son territoire. Donc, le premier point, c'est le territoire, avec tout un écheveau de relations entre les éléments qui font le territoire. Et le deuxième, c'est une autre dimension relationnelle, cette fois dans le domaine du sensible. Alors, l'avantage de cette double dimension relationnelle, c'est qu'on touche à la fois le cadre de vie sur la question territoire, c'est toutes les relations, on va dire, écologiques au sens un peu large du terme qui font un milieu de vie. Et puis d'autre part, on touche au mode de vie à travers les usages, les représentations, les perceptions, les sensibilités des populations à leur territoire. Et c'est là qu'est la sobriété. C'est sur la question des modes de vie. Et c'est un sacré défi que d'arriver à faire évoluer des modes de vie par rapport à la transition écologique. Donc, le paysage va nous aider parce qu'on va pouvoir transformer le cadre de vie pour faire évoluer les modes de vie et donc avoir là un levier puissant, mais on va aussi pouvoir faire l'inverse en symétrie. Où se situe la sobriété par rapport à l'ensemble des problématiques de paysage? Eh bien, dans l'atténuation du changement climatique, hein, c'est un des objectifs de la sobriété, c'est un des objectifs, un grand défi du XXIe siècle, bien sûr, atténuation, donc sobriété, décarbonation. Ça touche à tous ces domaines-là, dont les cultures, l'agroécologie, l'agroforesterie, la protection des eaux, des sols, etc. Mais vous voyez, au milieu des énergies, de l'habitat, des mobilités et de l'économie. Et puis, il y a un autre volet qui est moins concerné par la sobriété, qui est la résilience, c'est-à-dire l'adaptation à l'augmentation de la chaleur, l'érosion des sols et de la biodiversité, l'aggravation des risques, la raréfaction de l'eau, etc. C'est d'autres formes de sobriété peut-être. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en matière de paysage, la sobriété est un peu consubstantielle à la notion. Pourquoi? Parce qu'on touche beaucoup au vivant, et le vivant n'est pas cher, la matière verte n'est pas chère, et par ailleurs, la matière grise, celle du cerveau, n'est pas chère non plus. Et ça, c'est très important de bien l'avoir en tête. Je vous donne un exemple. Par exemple, ici, vous voyez un espace, c'est de la photo, ça c'est avant, ça c'est après. Voilà, tout ça n'est pas forcément cher. C'est de la surface d'herbe au sol, ce sont des arbres. Et donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinairement cher, même s'il y a aussi forcément un peu de minéral. Par contre, il y a beaucoup de conception de matière grise. Mais elle n'est pas chère non plus. Elle coûte que 10% de ce que coûtent les travaux. Ici, par exemple, il manquait, pour faire cette piste cyclable dans les ardoisières de Trélazé, comme une boucle de l'itinéraire Loire à vélo, il manquait 1 million d'euros par rapport au budget du programme au moment de la maîtrise d'œuvre. Donc, on n'a pas fait la piste cyclable bitumée, etc., qui coûtait cher. On a pris les matériaux sur place de l'ardoisière et on a transformé ça comme ça. Et là, il n'y avait pas non plus l'argent dans ce même projet pour franchir cette rivière et faire un bel ouvrage d'art, une belle passerelle de vélo pour continuer la piste cyclable. Donc, on a fait finalement un système de bac autotracté. Donc, les gens prennent le bac avec leur vélo et s'autotractent pour accéder à la rive opposée. Et finalement, cette économie de moyens financiers est une bonne chose. La sobriété, c'est cousin avec l'efficacité. Vous voyez, tout récemment, on a fait tout un travail sur le bocage pour arriver à mettre en musique, à coordonner finalement les acteurs du bocage dans l'Allier, parce qu'il y avait 3 opérateurs, hein, la Fédération de chasse, la mission est Auvergne-Rhône-Alpes au niveau de la région, et puis une association qui s'appelle Symbiose. Et il n'y avait aucune coordination entre ces 3 structures pour arriver à avoir une véritable stratégie et pas être juste un guichet qui va distribuer les aides à la replantation des haies. La sobriété, c'est surtout la sobriété énergétique, c'est un peu la clé des sobriétés et de la transition, mais en réalité, elle est très difficile à mettre en place. Moi, j'ai remarqué que les collectivités travaillent sur les développements des énergies renouvelables, mais elles se mettent des plans climat avec 50% de consommation d'énergie en moins. Mais en réalité, elles ne travaillent pas tellement sur ce volet-là, ou pas suffisamment. En tout cas, elles n'atteignent pas les objectifs quand elles font leur bilan à mi-parcours des plans climat. Et donc, en réalité, on peut travailler sur le paysage sur ce biais énergétique, en travaillant notamment sur les formes urbaines, les mobilités, etc. Alors, je donne quelques images. Donc, c'est beaucoup les mobilités, hein. Par exemple, ici, un ancien rond-point qui a été transformé en place. Et donc, on diminue la place de la voiture assez classiquement dans les espaces urbains, comme ça. Voilà. Ici, par exemple, vous voyez, tout est affecté à la voiture. Tout l'espace, il n'y a pas d'espace pour piétons là-dedans.
bon, on arrive à développer des promenades piétonnes qui vont être ombragées. On est en milieu tropical, comme vous pouvez le voir. Ici, vous avez un tout petit trottoir le long du Super U, là, et puis le reste, c'est la voiture. Bon, vous refaites des trottoirs bien plus larges qui vont donner beaucoup plus d'usage doux, actifs, etc. Et donc, vous travaillez en faveur de la sobriété. Et ça va être la même chose à travers tous les aménagements que vous allez faire quand vous allez désimperméabiliser, renaturer, etc. Vous allez travailler en faveur d'une baisse de consommation, par exemple pour la clim en été, ou pour les coûts de gestion des espaces et des investissements. Ça concerne aussi l'espace agricole, et ça c'est important. Ici, on est dans la Beauce, et en fait, on voit comment finalement on travaille à la fois les objectifs de mobilité active, de gestion de l'eau, et puis de développement de la biodiversité sur des lignes très spécifiques dans le territoire. Sobriété de moyens. Alors, vous allez me dire, bah, les finances, c'était une question de moyens. Oui, mais il y a aussi les moyens que l'on donne techniquement ou matériellement, si vous voulez. De ce côté-là aussi, on travaille de façon sobre par rapport à des tas de dispositifs, de bureaux d'études, d'ingénierie, etc., qui travaillent plus sur du lourd. Ici, par exemple, c'est l'accueil du public à la dune du Pilat. Vous voyez, la promenade a été... Ça, c'était un ancien parking de bus, hein, donc c'est complètement réhabilité. La promenade ici, elle est faite avec du béton, mais juste ce qu'il faut pour les personnes à mobilité réduite. C'est fait d'ailleurs avec du béton coquillier, donc avec du matériau pris du bassin d'Arcachon. Et le reste, c'est en écorce de pin, alors du pin maritime, hein, on est dans les Landes, dans la Gironde et les Landes, la forêt girondine. Et donc, c'est du matériau qui coûte extrêmement peu cher, qui est pris sur place. Et donc, les moyens, quelque part, sont les moyens du bord, c'est-à-dire pris sur place. Ici, c'est aussi vrai pour la question de la gestion. Ici, par exemple, il y a un chantier de grosses infrastructures, de gros ponts. Il y a de l'humidité au sol, vous voyez la trace. Et en fait, comment occuper ce dessous d'ouvrage en périphérie urbaine comme ça pour éviter que ce soit le nid à canettes de coca et autres usages illicites? Eh bien, en remettant en eau, tout simplement en recreusant. Et il n'y a eu aucune plantation. Et on a refait 4 hectares de zone humide qui protègent la ville contre les risques d'inondation en même temps que ça crée de la biodiversité. Et ici, ben, c'est pour la gestion aussi, hein, parce que si on avait fait des talus à 3 pour 2 ou à 2 pour 1, comme on fait d'habitude sur les bords de route pour cette entrée de ville de Saintes, eh bien, on aurait dû gérer ces espaces de façon coûteuse. Et d'ailleurs, ça aurait été mal géré et pas géré. Donc, on a préféré tailler verticalement et mettre en valeur le calcaire de Saintonge, hein, qui fait toute la beauté de la ville de Saintes, pour faire cette entrée de ville. Voilà. Et les ouvrages d'art aussi sont faits avec le calcaire pris sur place. Sobriété foncière, c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément en matière de paysage. Alors, on y travaille en faisant un peu de l'urbanisme inversé par rapport à l'urbanisme classique, c'est-à-dire qu'on regarde d'abord les espaces agricoles, naturels et forestiers, et c'est ceux-là qu'on cartographie en premier, et c'est ceux-là qui vont structurer le développement de la ville en fonction de leur sensibilité. C'est pour ça qu'on, dans les plans de paysage ou dans les plans d'urbanisme par le paysage, on a ces cartes qui remettent en couleur quelque part de façon différenciée. Bon, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais les différents types d'espaces agricoles, naturels et forestiers qui vont être structurants pour le développement de l'urbanisation. On développe aussi le concept de parc agricole, c'est-à-dire des endroits clés en matière de production agricole qui vont avoir apporté des usages mixtes entre la production et la fréquentation d'un public urbain ou périurbain. Donc ici, je montre juste un seul exemple sur Montpellier, où vous voyez le contexte de cette grande poche qui était aujourd'hui beaucoup en friche, mais qui a été soustraite à l'urbanisation, parce que c'était une ZAC, c'est-à-dire une zone d'aménagement urbain qui était programmée sur ce secteur, qui se transforme en parc agricole, qui suppose donc voilà, de faire voilà, la jointure entre les équilibres entre production agricole et fréquentation du public. Et ce qui se fait aussi travailler dans le temps. La sobriété foncière, c'est aussi la trame paysagère, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des trames qui vont articuler les espaces entre eux, à des échelles variables, territoriales, comme ici le nord de Paris, urbaines, comme ici la ville de Clermont-Ferrand, de quartiers, comme ici à Montévrain, jusqu'à l'opérationnel, avec des plans de détail qui vont se concrétiser par les images que vous voyez ici à Montévrain, dans la Seine-et-Marne. Et puis, c'est aussi la sobriété foncière, travailler sur les densifications, et j'ai mis le S en rouge sur cette image,
parce qu'on a une situation aujourd'hui d'urbanisation diffuse, hein. Par exemple ici, dans ces espaces agricoles, c'est très difficile à arrêter ce phénomène, parce que pour un maire, ça suppose de dire, oui, on a octroyé un droit à construire pour tel propriétaire, mais vous qui êtes voisin, eh ben, on arrête et on vous interdit. Politiquement, c'est très compliqué à arrêter, c'est un processus qui est lancé, et c'est pour ça que la loi SRU a 25 ans, mais il a fallu faire une loi ZAN pour arriver à essayer d'arrêter ce phénomène, mais ça va être encore très compliqué. Donc, la tendance, c'est que ça continue, hein, ça c'est un photomontage qui montre un processus qui s'aggrave, et la perspective, évidemment, c'est une forme de densification, mais mesurée pour être adaptée aux attentes des habitants. Mais pour arriver à faire ça, il va aussi falloir travailler sur les centres-villes de façon à redonner de l'attractivité à ces centres-villes, et ça suppose de les transformer. C'est pour ça qu'on travaille aussi sur les centres-villes et sur les programmes Petites Villes de demain, etc. Mais ça, c'est extrêmement important pour travailler le tissu bâti médiéval et l'adapter aux usages et aux besoins contemporains. C'est ça qui fera qu'on protégera les terres agricoles à l'extérieur. Enfin, la sobriété foncière, c'est beaucoup les lisières urbaines pour arriver à travailler des interfaces entre ce qui est construit, ce qui n'est pas construit. Et on le fait beaucoup sur les bords de l'eau, hein, ça c'est les bords de fleuves, comme ici ce qu'on a fait du côté de Port-Marly. Mais vous voyez que sur un document d'urbanisme comme ça, il n'y a aucun espace affecté aux lisières. C'est-à-dire qu'il y a des zones U, il y a des zones N, il y a des zones A, hein, U pour urbaine, N pour naturel, A pour agricole. Il y a des zones AU pour A urbanisé, mais il n'y a pas en fait de réel traduction des interfaces, des transitions entre tout ça, et ça se confronte et ça génère des conflits d'usage et aussi des conflits d'image. Alors, par exemple, sur un PLU intercommunal comme celui du Grand Sénonais, Sens, dans l'Yonne, eh bien, vous voyez que si je fais un zoom sur ce zonage, hein, la pièce maîtresse du document d'urbanisme, il y a des L qui apparaissent, des AL, des UL, des AUL, ça veut dire lisière. Et en fait, ce sont des espaces qui vont avoir des réglementations spécifiques pour faire transition entre les parties urbaines et les parties agricoles, par exemple, sur cette image. Et puis, on le fait opérationnellement, c'est un peu Montévrain dans la Seine-et-Marne que j'ai montré tout à l'heure, où on a réservé, on a soustrait à l'urbanisation une quarantaine d'hectares en centre de développement d'opération de 2000 logements pour arriver à le réaffecter à l'agriculture urbaine, on va dire, puisque ce sera structurant dans un cœur de quartier. Et puis enfin, on peut le programmer à travers des plans de paysage spécifiquement élaborés pour les lisières, les interfaces, comme ici la métropole Aix-Marseille-Provence, où on a cartographié toutes les situations d'interface, tout ce qui est pyjama rouge et jaune, rayé rouge et jaune vertical, c'est les situations agri-urbaines, c'est énorme à l'échelle de cette métropole qui est largement diffusée, l'urbanisation dans les espaces agricoles de façon diffuse et du coup problématique. Et du coup, on a un gros travail pour recomposer une trame paysagère dont font partie les lisières, mais avec d'autres éléments, comme vous le voyez ici. Et quand on décline tout ça sur l'ensemble des thématiques, mais sur juste la thématique agricole, voilà, on a des cartes spécifiques et derrière des fiches actions qui vont pouvoir préciser, voyez, les choses dans les espaces agri-urbains, les plans de paysage spécifiques, les diversifications agricoles, les reconquêtes de parcelles enfrichées, qui vont faire interface pour limiter les risques incendies, etc. Et des zooms plus opérationnels sur certains secteurs pour arriver à reconquérir des formes d'agri-urbanisme en général stabilisées. Voilà, j'ai à peu près terminé. Merci. Si ça vous intéresse, les questions paysages, vous pouvez les trouver sur la note de la Fabrique écologique, le site de la Fabrique écologique, cette note que j'ai terminée récemment en co-écriture avec d'autres, réussir la transition écologique par l'approche paysagère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bertrand. Et donc, je passe maintenant la parole à Sophie Benin. Il faut que je quitte le partage d'écran. Alors, voilà, j'attendais pour faire le partage d'écran. Bonjour à tout le monde. Je l'ai enlevé, Bertrand. Hein. Merci, Philippe. Voilà. Merci donc de couper vos micros, à part Sophie. Donc, je vais aborder un sujet tout à fait dans la même veine, autour de la question. Alors, je voudrais faire le plein écran, mais au prisme des formations et de l'évolution des
des formations. Donc j'enseigne à l'école de paysage, donc je forme des paysagistes, mais je construis depuis une dizaine d'années, enfin en tout cas je participe avec d'autres à construire des formations, en particulier mutualisées avec des ingénieurs agronomes ou avec des formations en sciences du vivant. Voilà, donc je vais surtout parler de cette question de l'intérêt et de pourquoi aussi, enfin pourquoi et qu'est-ce que ça donne à travers un exemple de mieux croiser les formations ou de recroiser, parce que je pense qu'historiquement, elles étaient mieux croisées entre les sciences du vivant, l'agronomie, la pratique de la gestion des espaces et celle de la conception et de la pensée du projet spatial. Alors, le contexte, je pense que voilà, on en a bien parlé précédemment, je pense que dans les autres webinaires aussi, simplement insister sur le fait que si la sobriété est dans les principes, on va dire, fondamentaux et depuis très longtemps, qui sont intrinsèques au paysagisme tel qu'il s'est défini par rapport à d'autres formes d'urbanisme, il y a une actualité quand même par rapport à un certain nombre d'évolutions, donc évidemment d'un contexte écologique, de défis écologiques qui nous sont posés aujourd'hui, un contexte de demande sociale également, qui est en train d'énormément bouger ces 10-20 dernières années. Et puis, il y a aussi des dispositifs de soutien à la commande qui font que les métiers sont en train de bouger. Voilà. Que ce soit donc les métiers de l'agronome, les métiers voilà, des développeurs des territoires et également les métiers donc, de paysagistes dont je vais plus particulièrement parler. À travers, ça se voit avec des commandes notamment prospectivistes, de prospective du territoire, où le paysage apporte en fait une façon de faire la prospective qui n'est pas la façon, on va dire, académique et reconnue, mais qui apporte autre chose pour faire percevoir aux habitants, aux élus des territoires, des futurs un peu différents et un peu optimistes, notamment sur ces changements de mode de vie qui sont nécessaires et dont on sait combien ils sont difficiles aujourd'hui et combien tous les discours qui sont portés sur l'écologie peinent en fait à atterrir, pour reprendre un terme. Voilà. Et puis, il y a des commandes donc, opérationnelles également qui sont portées par un certain nombre de dispositifs, donc, comme les territoires à énergie positive, le dispositif des petites villes de demain, le fonds vert, les programmes européens leaders. Tout ça, ça amène aussi des opportunités pour des nouveaux métiers, en fait, et où les paysagistes sont, à mon sens, bien placés. Alors, donc, si les métiers évoluent, il faut que les formations, elles évoluent aussi, il faut qu'elles s'adaptent, et même les formations, elles sont presque plutôt, très souvent en avance, en fait, parce que nos élèves, nos jeunes générations, nous poussent aussi, finalement, à poser des questions et à amener des savoirs, des savoir-faire qui sont nouveaux. Et aussi avec toute cette question, tout cet enjeu de l'interdisciplinarité. J'expliquais agronomie, paysagisme, sans doute enfin, une histoire commune avec l'horticulture, et puis une séparation, parce qu'il y a eu la spécialisation des savoirs, peut-être c'est des choses aussi dont vous avez parlé, voilà, une amplification, les chercheurs, les scientifiques qui sont dans leur laboratoire, et donc un éloignement du terrain, ce sont des choses voilà, qui sont très bien racontées d'ailleurs dans un petit livre que je peux recommander qui s'appelle Incarnation de l'écologie. Voilà, qui est porté par un collectif surtout d'agronomes d'ailleurs. Et qui voit bien cette difficulté finalement à se confronter au terrain, à faire percoler sur le terrain les connaissances scientifiques, écologiques. Donc l'intérêt de ce croisement, l'intérêt de l'interdisciplinarité, l'intérêt aussi, parce qu'en fait, il va avec, à mon sens, qui est celui d'avoir des formations qui sont en partenariat avec des territoires, qui sont des formations donc, sur le terrain. Il s'agit vraiment de former aux solutions paysagères pour les territoires en transition, et on a la conviction que ça ne peut pas se discuter uniquement en cours, uniquement en laboratoire, mais que c'est quelque chose où il faut voilà,
se confronter au terrain. Donc, je vais vous présenter une mise en situation. Donc, j'évoquais ces séminaires agro-paysages qui existent depuis plus de 10 ans. Ils ont été soutenus longtemps par la Fondation Charles-Léopold Meyer à Villarceau. Depuis l'an dernier, ils se sont délocalisés en Meurthe-et-Moselle. Et voilà, donc je vais vous présenter ce séminaire et un exemple de ce qu'on produit, un petit groupe donc mixte d'élèves agronomes et d'élèves paysagistes et d'élèves architectes sur ce petit territoire. On a bénéficié du soutien du collectif Paysage de l'après-pétrole, un soutien aussi bien logistique pour pouvoir manger et faire manger nos élèves, mais également un soutien d'animation. Et puis donc le département de Meurthe-et-Moselle, à travers en particulier sa Cité des paysages à Sion, qui nous accueillait et qui constituait le camp de base. Ce sont donc des séminaires de terrain avec une quarantaine d'élèves, 10-15 de chaque formation, donc agronome de l'ENSAIA de Nancy, architecte de l'école d'architecture de Nancy avec la chaire Nouvelle Ruralité, et donc élèves paysagistes. Et donc, le territoire qui a été choisi, c'est celui du Saintois. On voulait d'ailleurs, en cohérence avec la sobriété, travailler en fait autour de cette colline de Sion et ne pas avoir à faire des kilomètres pour explorer le territoire et avoir donc des sites de projet à proximité. C'est un territoire rural donc, sur lequel on travaillait, assez typique de la Lorraine, avec vraiment le triptyque forêt, pâturage, culture au tiers. Voilà. Et puis des évolutions aussi. Donc, on parlait de cette crise de l'agriculture. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à bien lire les chiffres, mais une dégradation continue du nombre d'agriculteurs, donc sur des indicateurs sociaux, sociologiques, le nombre d'agriculteurs qui est passé de 46 à 26 sur l'intercommunalité en 20 ans. Également aussi ces indicateurs sociologiques qui se lisent à travers la taille des exploitations agricoles, qui passent d'une moyenne de 84 hectares à une moyenne de 135 hectares. Et puis des indicateurs écologiques aussi, qui se dégradent également, avec la disparition des surfaces de prairies permanentes, pratiquement plus du tiers en 15 ans qui ont disparu, convertis en culture ou alors ou laissés à l'enfrichement et au reboisement, ou urbanisés et artificialisés, bien sûr. Et puis, par exemple, un indicateur qui est celui de la présence des vergers et des parcellaires complexes qui se dégradent aussi sur ces 20 dernières années. Voilà. Alors, également un contexte politique. En fait, pour travailler ces questions-là, on a besoin aussi, Bertrand l'a peut-être pas dit, mais je suis sûre que sur tous les projets qu'il nous a présentés, il faut qu'on ait une certaine volonté locale, qui vient des habitants, qui vient d'associations, ou qui est un portage par des élus. Donc, en l'occurrence, on était sur un pays terre de Lorraine qui est un territoire à énergie positive. Alors, plus précisément, les élus nous ont désigné un petit peu des sujets, des thématiques. Donc, je ne l'ai pas dit au départ, mais le sujet, évidemment, du séminaire était celui de la transition énergétique et de la contribution de l'agriculture à cette transition énergétique. C'est un sujet qui était posé aussi du fait qu'on était dans un territoire TEPOS. Et voilà, alors il y a 2 exploitations agricoles qui avaient été aussi prises comme site. Là, je vais vous parler plutôt d'une autre situation, parce que quelque part, elle est plus simple aussi, étant donné le temps que j'ai, avec donc une parcelle, si vous voyez bien surlignée en rouge, qui est propriété de la commune depuis une dizaine d'années. Historiquement, il y avait là un emplacement de carrière qui avait ensuite été rebouché en décharge. Donc, tout un espace avec une partie de territoire pollué. Et puis, autrement, de la prairie fauchée tous les ans et exportée. L'herbe va à Nancy. Donc, vous voyez des modèles et une situation qui n'a rien de très sobre ni de très écologique. Et vous voyez là donc, le travail, et c'est à ça évidemment qu'on amène les élèves, c'est à croiser les outils. Donc ici, on a l'outil du paysagiste par ce dessin de la parcelle qui souligne aussi ce qu'on voit sur le terrain, c'est-à-dire une lanière
calcicole, parce qu'il y a toute une partie en prairie xérophile. Et là, vous voyez, déjà, il commençait à basculer dans les outils de l'agronome, qui va analyser le type de prairie, le type de sol, qui va analyser aussi la situation des lisières, la biodiversité, la ripisylve, sa caractérisation, la présence de l'eau, hein, du cours d'eau, qui crée aussi à certains endroits des zones humides. Voilà, donc on a cette lecture, hein, de paysage qui est en fait le point de départ, hein, des propositions sur lesquelles les élèves vont réfléchir. Et puis la question des pentes. Alors vous expliquez aussi la situation qui motivait aussi le choix de ce site, c'est que toute une partie du coteau, donc, que vous voyez au-dessus de l'image, hein, en fait est en pente et exposé au sud. Et donc, il y avait un opérateur, hein, d'énergie renouvelable qui proposait une installation de panneaux photovoltaïques. Et en même temps, comme le terrain est propriété communale, l'élu local était tout à fait favorable au fait de mettre de l'énergie renouvelable, mais pour lui, la priorité, c'était que ça reste aussi un terrain agricole et que ce soit l'occasion de retrouver une production de proximité, d'alimentation de proximité. Donc voilà, donc vous voyez, le sujet était bien posé, était bien porté quand même par les acteurs aussi. Donc, alors, autre image, hein, vous voyez le profil de sol, hein, des agronomes, et puis la coupe, hein, le profil fait, donc le profil au sens du paysagiste et le profil au sens de l'agronome, ou plus exactement du pédologue, voilà, qui ont été conduits. Et vous voyez un petit peu donc cette disposition du terrain, hein, en pente, donc bien exposé au sud, qui crée à la fois une prairie xérophile, donc quelque chose d'intéressant du point de vue biodiversité, à maintenir ouvert, à maintenir des opportunités de pâturage. En même temps, une problématique, hein, je vous le rappelle, toute une partie est en sol pollué. Donc voilà, donc les élèves voilà, cogitent ensuite là-dessus, hein, pendant deux jours. Donc ils voient le terrain, ils arpentent, ils rencontrent des spécialistes des différents sujets, et puis ensuite pendant 2 jours, ils travaillent à réfléchir, à faire des propositions. Et dans toutes les équipes, on voit que la question de la sobriété, elle est majeure. Alors que ce n'était pas le sujet. Enfin, encore une fois, hein, on n'a pas poussé, je veux dire, voilà. Le sujet était celui de la transition énergétique. Et donc, voilà, c'est un des exemples de situation. Alors, le paquis solaire, le mot paquis est un mot local pour désigner des pâturages communs, hein, des zones de prairies mises en commun, qui étaient un usage donc, ancien dans ces territoires-là. Et voilà aussi donc la proposition sur carte plus précisément. Donc, ce qui a interpellé les élèves, ça aussi, c'est quelque chose qui est à la fois très ancré dans la formation de paysagistes et que les agronomes partagent assez facilement quand on les met dans ces situations de mutualisation, de changer l'échelle et de voir qu'il y a une articulation à faire entre cette prairie, ou à retrouver plutôt, hein, historique, puisqu'elle est le cours d'eau, hein, le cours d'eau fait déjà la liaison avec donc, le village de Xirocourt qui est ici. Mais donc les élèves vont réfléchir, proposer, identifier des secteurs où on peut réintroduire des cheminements piétons, une vie. Ils vont reproposer donc évidemment des activités non seulement alimentaires, mais de loisirs aussi sur cette parcelle, qui servira aussi en fait à mettre enfin, en tout cas, à ne pas cacher cet espace de panneaux photovoltaïques, mais à l'inscrire dans un projet plus global. Donc voilà, avec un questionnement aussi sur l'habité, sur la zone du village, comme pouvant aussi accueillir une production d'énergie photovoltaïque, des propositions de rénover donc l'habitat du village, d'y installer des panneaux photovoltaïques dans le village, et puis d'impliquer les habitants aussi dans la gestion de la parcelle qui était concernée. Voilà le petit travail, par exemple, qu'ils ont fait, hein, sur le village lui-même, en indiquant les toitures qui seraient susceptibles en fait d'être équipées en panneaux photovoltaïques, en mettant en évidence que ça permettrait donc de faire l'équivalent de 2 hectares de production énergétique, qui seraient des hectares en fait occupés en moins par les panneaux sur la parcelle agricole.
Et sur la parcelle agricole, donc, ils proposent, donc là, c'est aussi l'imaginaire hein, des élèves et des jeunes, mais on joue là-dessus et les élus et les agriculteurs aussi, en fait, hein, quand on leur fait des propositions comme ça qui sont assez voilà, oui, imaginatives, créatives, c'est vraiment quelque chose qui est une façon hein, de changer le regard et de faire un peu bouger quand même les choses. Voilà, avec 3 secteurs, hein, des panneaux photovoltaïques associés donc à des arbres fruitiers, des panneaux photovoltaïques uniquement en fauche et puis en lisière aussi avec une logique d'occupation de type lisière. Et puis donc avec un élevage de cochons, donc ils ont appelé ça photo-porco, voilà, également et en même temps une revalorisation donc de cheminement, de sentiers, d'une accessibilité publique de ces espaces-là. Donc voilà un peu la configuration. Voilà un peu, donc et du coup, ils ont travaillé hein, vraiment d'un point de vue technique et ingénierie, en particulier à voilà, des nouveaux panneaux qu'on peut orienter, qu'on peut même à certains moments de la journée remettre complètement verticaux et des usages qui peuvent se faire du coup sous les panneaux. Voilà un croquis de l'avant-après tel qu'il est produit. Je termine, oui, je sais que je dois Merci, conclure. merci Voilà. Sophie. Bon, les ingrédients, donc c'est d'abord mettre ensemble les élèves, faire cette hybridation hein, des savoirs et des outils. C'est également le rôle du terrain, hein, le fait de se rencontrer, de se croiser, qui est absolument essentiel et sur lequel il faut insister pour que ça fonctionne bien. Et puis également le rôle du débat, le rôle de l'échange. Et je veux terminer là-dessus parce que je pense que c'est vraiment ce jeu de l'intuition, du sensible et de l'imaginaire qu'amènent les élèves. C'est surtout une force en fait de synthèse et de communication et c'est une force aussi de conviction en fait hein, qu'il s'agit d'activer en fait dans un débat public, dans un débat citoyen sur le devenir et sur les façons de répondre aux enjeux du territoire. Voilà. Et un dernier mot puisque je parlais d'ingrédients, hein, l'épice nécessaire ou très utile, c'est certainement aussi le fait que ce sont des jeunes générations qui ont vraiment d'autres façons de penser, de voir les choses par rapport aux habitants. Ils apportent un regard neuf. Ils apportent du débat d'ailleurs sur le territoire. Et là, j'ai pris voilà, une petite citation de débrief d'un élève qui avait été frappé par une des questions qui se posent en rural, qui est celle de l'occupation des maisons par des personnes qui finissent par vivre seules ou à deux dans des grandes bâtisses et qui donnait son avis à lui, son avis d'étudiant sur ce sujet-là. Je vous remercie. Ton son, Cécile, il faut te remettre ton son. Donc, merci beaucoup Sophie. Nous allons donc passer aux questions. Alors, je vais commencer par les premières. Par exemple, mode de vie, changement d'habitude, relation avec l'usage des sols, gestion du territoire. Donc, merci de nous donner quelques expériences réussies en moyen de proximité avec les habitants via des structures socio-économiques pour assurer une sobriété du milieu. Et plus précisément, la question qui est posée également, c'est comment le projet de paysage peut aider à limiter les phénomènes d'érosion du sol dans les parcelles agricoles. Alors, je ne sais pas qui veut répondre. Peut-être Bertrand, Sophie? Je pense que c'est comme, j'ai vu passer aussi une question sur les scolites, ou voilà, la question des scolites, la question de l'érosion des sols, en fait. Précisément, ce qu'apporte le paysage, c'est de voir les connexions qui sont possibles avec d'abord le contexte, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre à cette question-là, il n'y a pas une loi générale du paysage qui permettrait de dire voilà ce qu'il faut faire, quoi. Donc, c'est le lien au contexte et c'est réfléchir aussi aux autres facteurs, en fait, et dans quelle mesure il peut y avoir peut-être des synergies ou des usages ou une multifonctionnalité qui va permettre, en fait, qui est lié, évidemment. Donc, il faut diagnostiquer le problème de l'érosion et ensuite faire des propositions
dans une cohérence et dans une cohérence scientifique, hein, de connaissance des différents facteurs qui jouent, mais également un rôle de débat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer les choses sans savoir, en fait, ça va dépendre aussi de ce que l'agriculteur est prêt à faire, par exemple, si c'est une situation que je suppose être une situation d'érosion, peut-être liée à des pratiques d'agriculture conventionnelle. Le projet de paysage va venir faire en fait des propositions et puis ouvrir en fait, hein, ouvrir la boîte à idées quoi, et l'imagination sur ces sujets-là. Si, le milieu des architectes. Bertrand voulait Peut-être compléter. Bertrand, pardon. vous pouvez répondre aussi. Une question sur les scolites, c'est ça? Il y avait une question sur les scolites? Oui, il y a une question sur les scolies. Oui, effectivement, il tape Parce fort les qu'on en a forêts, parlé peut-être. quand on était en Lorraine des scolites. Ouais, attends, Et, Absolument. C'est et comment, c'est une concernant les question complexe. paysages. Certains disent il faut les laisser faire, et puis voilà, et que ça peut même faire du joli bois. Voilà, la entendu ça. question exactement, c'est concernant les paysages, que pensez-vous de la déforestation due aux scolites, principalement dans l'est de la France? En fait, les scolites attaquent les épicéas qui sont plantés en trop basse altitude et qui, avec le changement climatique, sont en souffrance. Donc, les sécheresses ont fragilisé les arbres et les arbres, derrière, se font attaquer par ici, les scolites. Donc, de fait, effectivement, c'est un signe du changement climatique qui va d'abord taper les espèces les moins adaptées à des situations où peut-être elles n'auraient pas dû être plantées autant. Donc voilà, c'est ça. Ceci dit, ça pose des gros soucis de risques qui deviennent des risques incendies, qui est nouveau en Lorraine, hein, parce qu'on n'avait jamais eu des risques incendies. C'est pas que ce phénomène-là, mais il y a notamment celui-là qui développe les risques incendies. Et beaucoup d'expectatifs pour les forestiers, hein, qui se grattent la tête sur savoir quoi planter pour les décennies à venir, parce que ce sont eux qui sont les plus concernés par le long terme et donc par le changement climatique. Merci Bertrand. Le milieu des architectes urbanistes n'est-il quand même pas encore dans l'idée que plus c'est gros et grand, plus c'est valorisant, à l'inverse des exemples de sobriété paysagère présentés ici? Oui, je réponds rapidement. Il y a effectivement un certain nombre d'architectes qui effectivement, mais l'architecte travaille d'abord sur l'objet. Et effectivement, plus l'objet est gros et visible, plus ça flatte l'ego des élus et celui éventuellement des concepteurs qui vont avec. Donc du coup, effectivement, l'approche par le paysage est très différente parce que c'est une approche relationnelle. Donc on regarde plus les relations entre les choses que les choses elles-mêmes. C'est ça la différence. Donc, Merci. peut-être, Cécile, je vais donner donner la parole à Richard Boulanger parce qu'il demande la parole et il a posé beaucoup de questions. Oui, Donc, j'allais venir sur les haies, etc. Oui. donc juste, je lui donne je lui donne la parole pour D'accord. qu'il le souhaite. J'allais y venir, mais Il allons-y. insiste. Richard Boulanger, vous pouvez parler si vous voulez. Oui, bonjour. Je suis intéressé par le fait que vous disiez que les paysagistes se grattent la tête pour savoir que faire pour remplacer les épicéas. Mais bon, concrètement, ça fait quand même un certain nombre d'années que la crise du scolite existe et qu'on ne fait rien. Il y a des arrêtés préfectoraux qui disent ce qu'il faut faire, c'est-à-dire couper, écorcer, éloigner de 5 km, et on ne fait rien. On attend, on attend, on attend. Donc, bon, c'est désastreux à mon avis. En ce qui concerne les haies, il y a une réglementation, il y a 16 ou 32 réglementations différentes pour définir la plantation des haies. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier et comment faire pour simplifier, faciliter et augmenter justement ces haies qui sont nécessaires à la biodiversité? Voilà. Merci, Monsieur Boulanger. Je vous remets en situation de participant, hein. Voilà. Alors, une autre question sur la connexion, en fait, si je prends une question sur l'organisation des territoires par des zones de vergers et de potagers en périphérie des villes, ne pourrait-elle pas être généralisée à toutes les communes et comment pourrait-on procéder? Voilà, donc une question sur la généralisation de certains exemples, je pense, que vous avez donnés. Bertrand, laissez votre micro Oui. maintenant. Pardon. Oui.
Écoutez, sur cette question effectivement, il existait jusqu'à la Révolution verte, hein, engagée à partir des années 50, après la sortie de la Seconde Guerre mondiale et la mécanisation, il existait effectivement des espaces de proximité aux villes avec des agricultures spécifiques de type maraîchage, jardin, verger, etc. Tout ça a été mangé par les deux bouts, c'est-à-dire d'une part par l'extension de l'urbanisation, d'autre part par les simplifications agricoles. Donc, les recréer aujourd'hui, oui, c'est le sens du concept de lisière agri-urbaine qu'on porte. Les collectivités, maintenant, rachètent des terrains elles-mêmes. Il y a une centaine de collectivités en France qui sont propriétaires maintenant pour arriver à produire ce qu'il faut pour leur cantine. Et c'est un phénomène émergent et grandissant. Et l'activité économique privée accompagne, bien sûr, avec... donc, il faut donner de l'accès au foncier, surtout par rapport à ça. Merci. Des questions aussi, plutôt des questions de réglementation. Donc, une première question à propos des haies, la réglementation n'est-elle pas trop compliquée? Que peut-on faire pour simplifier et faciliter? Et puis également, une question sur la réglementation. Que dit la réglementation sur le solaire, par exemple? Et qu'on pourrait mettre en lien avec une question sur que penser des panneaux solaires chinois? Bon. Sur les Voilà, haies, mais ce je veux qu'on peut dire, dire, mais je ne veux pas monopoliser la parole par rapport à Sophie et Roberta, donc je vais juste répondre rapidement. Justement, en ce moment, j'accueille une doctorante qui travaille avec l'INRAE de Rennes et je l'accueille en thèse CIFRE, hein, dans l'agence où je travaille, pour qu'elle travaille justement sur l'agriculture et le paysage. Et donc, l'expérience qu'on a vécue sur l'Allier, ça a été, on a testé en fait une approche beaucoup plus par le bas, parce que c'est beaucoup trop descendant ces affaires de haies. Il faut que ce soit les agriculteurs les premiers qui soient quelque part concernés. C'est eux qui sont concernés. Donc, vous ne pouvez pas dicter dans un document d'urbanisme que vous allez protéger telle ou telle haie, alors que l'agriculteur n'a jamais été concerté par rapport à ça. C'est absurde. Donc, voilà. Et puis, par ailleurs, il faut organiser l'aide, parce qu'il y a des aides à la replantation, hein. Il y en a pas mal, mais il faut les organiser, puisque aujourd'hui, il y a plusieurs organismes et en fait, les agriculteurs sont perdus. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une stratégie bocage et on a expérimenté des ateliers à l'échelle de la commune, c'est-à-dire avec le maire et les agriculteurs de la commune, pour concrètement, autour d'une carte qui représentait les haies, arriver à se dire lesquelles on pouvait préserver, lesquelles on pouvait faire évoluer, etc., etc. Donc, c'était une approche beaucoup plus pratique. Merci. Est-ce que Sophie ou Roberta, vous souhaitez ajouter quelque chose? Je ne vois plus Roberta, mais sur d'accord. les haies, bon, je suis d'accord qu'effectivement, il faut retrouver une logique en fait à la présence de la haie. Si les agriculteurs s'en débarrassent, c'est parce que ça ne répond pas à leur logique, mais leur logique est celle de l'agriculture conventionnelle du XXe siècle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faudrait vraiment qu'on change de modèle, mais il faut qu'ils y soient intéressés. Alors, certes, il y a les aides à la plantation, qui ne sont pas toujours d'ailleurs bien pensées, c'est-à-dire qu'elles sont pas articulées avec un projet de paysage. Donc, on replante des haies là où c'est pas forcément très pertinent, même d'un point de vue écologique, et donc après la haie, elle ne prend pas, voilà. Donc c'est pour ça que c'est très important que soit responsabilisé et soit investi hein, de fonctions en fait les haies pour les agriculteurs. Donc aujourd'hui, il y a quand même des usages, voilà, il y a des essais de bois énergie qui peuvent être pris en charge, c'est-à-dire où du coup la taille de la haie va être prise en charge par la collectivité, par exemple, pour faire le bois énergie du village, des choses comme ça qui sont d'anciens usages qu'on pourrait retrouver. Hein, et puis également, par exemple, les haies comestibles ou des choses comme ça qui peuvent se combiner avec une production de petits fruits et des choses comme ça. Mais il faut réarticuler les choses et arriver à convaincre les agriculteurs. Ce qui n'empêche pas qu'il puisse y avoir aussi, sans doute, un enjeu d'administration. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les haies sont protégées, hein, beaucoup, mais on voit, il y a eu un rapport récent en Bretagne qui montre encore une fois que malgré ces protections, les choses ne sont pas respectées parce que la DDT n'arrive pas à suivre en fait la la destruction de ces haies. Et donc, il y a une sorte d'impunité là qui est quand même peut-être pas normale. Mais voilà, il faut qu'il y ait la carotte et le bâton dans ces projets-là. Peut-être une dernière question qui va prendre 2 secondes. Cette approche de la sobriété arrive-t-elle à diffuser dans d'autres continents, comme l'Afrique, l'Amérique du Sud ou l'Asie? Parce que moi, peut-être que je peux un minimum répondre.
En fait, je connais pas, j'ai jamais travaillé dans des endroits, mais j'ai visité l'Afrique subsaharienne et j'ai travaillé avec des chercheurs qui travaillent. Et justement, pour l'instant, on n'est pas encore là. C'est beaucoup plutôt en sobriété sous vie, on va dire. Et qu'il y a la D'accord. possibilité, et l'idée, c'est plutôt d'améliorer son propre cadre de vie avec plus des possibilités d'accéder à l'eau, à l'électricité et au confort. Merci Roberta. Merci beaucoup. Il est l'heure. Nous sommes obligés de terminer. Merci à tous les quatre pour vos interventions. Finalement, on a réussi à avoir nos trois intervenants dans le bon rythme. Merci à tous pour aussi vos questions. Et puis, bah, comme je le disais par écrit, nous changeons de fonctionnement à partir de maintenant. On bouclait aujourd'hui la collection sobriété et donc on se retrouve certainement au mois de mai. Vous serez prévenus. N'oubliez pas de vous inscrire. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à la newsletter, vous aurez les informations sur les prochaines séries de webinaires à partir de la fin de printemps. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt et encore merci. Au revoir. Merci Philippe, Cécile. Merci beaucoup. Merci Au à revoir. tous. Au revoir à tout le Bon monde. après-midi à tout le Au monde. revoir.